Salut à tous. Avant toute chose, juste pour vous dire que la Porte de l'Afrique est sur les réseaux sociaux et que vous pouvez nous suivre sur nos comptes Twitter, Facebook et Instagram pour profiter davantage de contenus exclusifs. Plongeons-nous maintenant dans cette nouvelle vidéo. Sachez que la dynastie dont nous allons parler aujourd'hui est la première à avoir fondé un empire dont le territoire s'étendait à la fois sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Initialement originaires du désert, ces hommes et ces femmes que personne n'attendait vont réussir à prendre le contrôle de tout l'ouest du monde musulman et iront jusqu'à marcher sur le sud de l'Espagne. Pour en savoir plus, entrons dans le vif du sujet. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'histoire des Almoravides. L'histoire des Almoravides démarre au milieu du XIe siècle dans la région du Sahara mauritanien. En ce temps, ce territoire se trouvant entre le fleuve Sénégal et le sud du Maroc était occupé par un groupe de tribus berbères portant le nom de Sanadja. Aucune des grandes puissances politiques de la région n'était parvenue à soumettre ces tribus. Ces Sanadja se caractérisaient par l'adoption d'un style de vie nomade. La plus grande partie de leurs revenus provenait de l'agriculture et du rôle essentiel qu'ils jouaient dans le commerce transsaharien. En effet, disposant d'une parfaite connaissance du désert, ces Sanadja servaient de guides et de protecteurs aux différentes caravanes chargées d'assurer le transport de marchandises entre les États du Sahel et les royaumes du nord de l'Afrique. Mais en dépit de la liberté dont ils jouissaient, ces groupes de berbères étaient très loin de mener une existence paisible. Les Sanadja étant un groupe de tribus et non une tribu à part entière, les différents groupements composant cet ensemble ne cessaient de se faire la guerre afin de prendre le contrôle des routes commerciales et des zones de pâturage. De plus, se trouvant à la périphérie du monde musulman, les membres de ces tribus n'étaient convertis à l'islam que depuis quelque temps et ne donnaient à cette religion qu'une place très superficielle au sein de leur mode de vie. Ainsi, contrairement au reste du monde musulman, les Sanadja rejetaient toute idée d'État centralisé et continuaient de déléguer l'entièreté du pouvoir à leurs différents chefs de tribus. Tous ces groupements étaient donc totalement indépendants les uns des autres, ce qui accroissait leur rivalité. C'est dans cette atmosphère particulière que se fit connaître un homme du nom d'Ibn Yassin. Ce dernier était un savant religieux dont le père était issu d'une tribu Sanadja habitant dans le sud du Maroc. Ayant cerné les difficultés que traversait son peuple, il se mit en tête de trouver des solutions pouvant mettre fin à ce contexte de perpétuelle tension. Il repéra alors deux objectifs à atteindre. D'une part, il jugea qu'il fallait absolument réformer la pratique de l'islam des Sanadja, et d'autre part, qu'il était essentiel de parvenir à une union de tous. Ayant été formé dans une école malikite, la réforme de l'islam qu'il proposa était uniquement fondée sur ce courant de pensée. Ibn Yassin considérait que la prise des armes et la soumission forcée des peuplades sahariennes étaient la seule façon de toucher aux objectifs qu'il avait fixés. Aux alentours de l'année 1050, Yahya ibn Omar, chef des Lantouna, une autre tribu Sanadja habitant dans le sud du Maroc, entendit parler des idées d'Ibn Yassin. Charmé par le projet que portait le savant, il l'invita à s'installer au sein de sa tribu afin qu'il puisse y enseigner. Quelques années plus tard, en 1054, ayant estimé avoir réussi à réformer le comportement des Lantouna, Ibn Yassin suggéra à Ibn Omar qu'était venu le moment d'étendre le mouvement. Ibn Omar accepta la proposition et rassembla ses hommes afin que démarrent les premières campagnes militaires visant à soumettre les autres tribus. Très rapidement, les Lantouna parvinrent à rallier les autres tribus Sanadja du sud marocain. Ils redescendirent vers le Sahel et s'emparèrent d'Odagost, une ville berbère ayant prêté allégeance à l'Empire du Ghana, celui-ci étant à l'époque le plus puissant État d'Afrique de l'Ouest. Par la suite, ils remontèrent vers le sud du Maroc et prirent le contrôle de la ville de Sidi El Massa. Cette ville revêtait une importance capitale
car c'est sur son territoire qu'arrivaient les caravanes transportant l'or du Sahel et servant à fabriquer les pièces de monnaie. Sentant que le mouvement qu'il avait institué prenait de plus en plus d'ampleur, Ibn Yasin déclara la naissance de l'émirat almoravide et nomma Ibn Omar comme premier émir. Le terme almoravide signifie les gens du riba et renvoie à l'endroit dans lequel se retiraient les partisans d'Ibn Yasin afin de se consacrer à l'apprentissage des sciences religieuses. Quelques mois plus tard, ce fut la ville d'Agma et toute la région de Sousse qui passa sous domination almoravide. Les deux fondateurs du nouvel empire moururent très prématurément. L'émir Yahya ibn Omar décéda en 1058 et son conseiller Ibn Yasin l'année suivante. Toutefois, la disparition de ces deux personnages ne signa nullement la fin de la puissance montante. En 1058, ce fut Abu Bakr ibn Omar qui fut désigné pour devenir le second émir. Il gouverna de 1058 à 1071 et grava son nom dans l'histoire de l'Afrique du Nord au travers de la fondation de la ville de Marrakech qu'il désigna comme capitale almoravide en 1070. En 1071, Abu Bakr ibn Omar céda la direction de l'empire à son cousin Youssouf ibn Tachafin, qui devint alors le troisième émir. Il gouverna de 1071 à 1106 et fut l'émir à avoir étendu le plus loin les frontières de l'empire. Dans la première décennie de sa gouvernance, il parvint à imposer son autorité sur la totalité du territoire marocain. Du côté du sud du Sahara, en 1076, ce fut Koumbi Saleh, la capitale même de l'empire du Ghana, qui tomba aux mains des Almoravides. Dans le même temps, les agents envoyés par l'émir conclurent un certain nombre de pactes avec les autres grands États du Sahel, tels que le Tekrour, Sia ou Diafounou. En 1082, Youssouf ibn Tachafin envoya ses armées vers le Maghreb central et s'empara des villes de Tlemcen et d'Oran. Dans la foulée, il assiégea la ville d'Alger. Toutefois, il dut stopper sa progression dans le Maghreb central afin d'aller prêter main forte aux rois musulmans d'Espagne dans leur lutte contre les attaques des chrétiens. Du fait de sa supériorité militaire, c'est sans grand mal qu'il put défaire les troupes des rois chrétiens. Cependant, étant arrivé dans la région en tant que renfort, il fut très stupéfait du système de corruption auquel s'adonnaient les rois musulmans déjà présents. Il estima alors que ceux-ci n'étaient plus dignes de diriger l'Espagne musulmane et décida de la conquérir. En 1094, toute l'Espagne musulmane était passée sous domination almoravide, excepté les villes de Tolède et de Saragosse. À son apogée, l'empire allait de l'Andalousie aux rives du Sahel et s'étendait du Maghreb central à l'océan Atlantique. À la mort de Youssouf ibn Tachafin en 1106, ce fut son fils Ali ibn Youssouf qui fut chargé de prendre la tête de l'empire. Il régna de 1106 à 1143 et eut essentiellement pour tâche de protéger les frontières du territoire. Le dernier émir almoravide à avoir gouverné fut Tachafin ibn Ali. Il prit le pouvoir en 1143 avant d'être renversé en 1147 par une révolte berbère pilotée par le groupe des Almohades. Cet acte sonna le glas des Almoravides, dont la majorité se replièrent dans le Sahara profond et quelques-uns dans les îles Baléares. Après avoir parlé des grands événements de la vie de l'Empire almoravide, intéressons-nous à son organisation politique, à son système économique et à la culture qui s'y est développée. L'Empire almoravide était un État dont la religion officielle était l'islam. Il s'organisait sous forme d'émirats. Cela veut dire que la personne ayant la direction de l'Empire possédait le titre d'Amir al-Moukminin, ce qui signifie prince des croyants. Aux côtés de l'émir, existait un organe que l'on pourrait qualifier de Haut Conseil. Ce Haut Conseil était composé de docteurs juristes en loi musulmane qui avaient pour rôle de dire à l'émir si les décisions qu'il prenait étaient conformes ou non à l'islam. Sous les Almoravides, tous les membres de ce Haut Conseil étaient partisans de la doctrine malikite,
C'est grâce à ces juristes que les Almoravides purent acquérir une certaine légitimité au sein du monde musulman. Ces savants religieux étaient très loin de ne donner que des avis consultatifs. Par exemple, ce sont eux qui permirent aux Almoravides d'annexer les rois musulmans d'Espagne en considérant que ces derniers avaient trahi l'islam en acceptant de s'adonner à la corruption. Plus encore, c'est lorsque ces juristes s'éloignèrent des dirigeants almoravides que leur pouvoir commença à décliner. Toutes les provinces de l'Empire étaient gouvernées par des personnes d'origine sanadja, groupe au sein duquel était né le mouvement. Ces gouverneurs n'effectuaient qu'un mandat que de 2 ou 3 ans, de manière à éviter qu'ils puissent être tentés par la corruption. Toutes les hautes fonctions de l'administration étaient occupées par des agents andalous, ceux-ci ayant une certaine expérience en ce domaine. Les Almoravides jouissaient d'une réputation de guerriers redoutables. Cette efficacité militaire peut s'expliquer par 2 principaux éléments. D'une part, en raison des alliances qu'ils avaient tissées avec les États sahéliens, les Almoravides purent bénéficier de l'envoi d'un grand nombre de combattants par les chefs de ces royaumes. La propre garde personnelle de l'émir était composée de 2000 soldats originaires d'Afrique de l'Ouest. D'autre part, contrairement à ce qui se faisait à l'époque, les troupes almoravides ne combattaient pas en escadron fugace, mais en rang resserré tel que le faisaient les armées du prophète de l'islam. C'est sur le plan économique que les liens resserrés qu'entretenaient les États sahéliens avec les Almoravides eurent la plus grande importance. Les États sahéliens étant à l'époque les premiers producteurs d'or du monde connu, en établissant une proximité profonde avec ces derniers, les Almoravides s'assuraient la primauté sur le métal jaune. Ils fluidifièrent le commerce transsaharien, ce qui participa à développer une unité économique entre le Maghreb et le Sahel. La quantité d'or transitant entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord passa d'une moyenne d'1 tonne annuelle auparavant à plus de 3 tonnes sous les Almoravides. Même à la tête d'un empire aussi vaste, les Almoravides continuèrent de rester très attachés à la culture sanadja. Ainsi, comme cela se faisait dans leur culture d'origine, ils tinrent à ce que les femmes jouent un rôle de premier plan au sein de la société. À titre d'exemple, Zineb el-Nafzaoui, la femme du 3e émir, fut nommée au poste de responsable des mines d'argent du Maroc. Plus encore, chez les Sanadja, ce n'était pas aux femmes de se recouvrir les cheveux, mais aux hommes de cacher leur nez et leur bouche à l'aide d'un tissu appelé l'itam. Cette coutume eut pour effet de donner aux Almoravides le surnom d'hommes voilés. Sur le plan architectural, les Almoravides s'avérèrent être d'excellents bâtisseurs. Ils encouragèrent les architectes andalous à venir s'installer au Maroc et plus particulièrement à Marrakech. C'est sous les Almoravides que l'art de l'Espagne musulmane connut son plus haut rayonnement au Maroc. L'architecture développée rassemblait le style andalou et certaines techniques d'édification sahélo-sahariennes telles que l'utilisation du pisé comme matériau de construction. Bien que la plupart des monuments almoravides furent détruits par les dynasties postérieures, l'archéologie a permis de mettre au jour certains de ces édifices. Au titre de leur prouesse, nous pouvons citer la grande mosquée de Tlemcen, la mosquée Al-Karawin de Fès, la grande fontaine de Marrakech ou encore la grande muraille servant toujours à protéger la Médina. Bien que les Almoravides ne gardèrent le pouvoir que durant 92 ans, leur règne marqua à jamais l'histoire de l'Afrique. C'est par leur action que la doctrine malikite s'imposa en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Également, le système de monnaie qu'ils instituèrent, restant en vigueur en Espagne de nombreux siècles après leur déclin. Plus encore, ils furent largement impliqués dans le renforcement des relations entre le Maghreb et le Sahel, celles-ci connaissant leur apogée entre le XIVe et le XVIe siècle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes.